C'est l'heure de vous informer, vous suivez Télé 50. Merci de votre attention. Après son très attendu discours sur l'état de la nation, le chef de l'État, Joseph Kabila, a présidé cet avant-midi à la Cité de l'Union africaine la session inaugurale du Conseil économique et social. Cette cérémonie marque entre autres l'installation du bureau provisoire de cet organe consultatif chargé de fournir des avis sur les questions d'ordre économique et social. Revenons sur le discours du chef de l'État, Joseph Kabila. Après son adresse sur l'état de la nation, plusieurs réactions courent les rues, surtout sur le gouvernement de cohésion nationale, les élections et la situation sécuritaire du pays. La population réagit à ce sujet au micro de Guy Chungou. Je voudrais donc dire au premier comme au second que le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. De nos partenaires, et pourvu que cela soit fait dans le respect de notre souveraineté, nous sommes toujours prêts à recevoir des avis, conseils et suggestions, mais jamais des injonctions. Ces discours du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, sur l'état de la nation, a suscité plusieurs réactions, surtout à Kinshasa, où les avis divergent encore. Oui, moi, je me suis retrouvé en tant que professeur. Pour certains, c'est un discours d'espoir. Et pour d'autres, ce qui compte, c'est plutôt sa concrétisation. Ce que nous souhaitons, que cela puisse se traduire réellement dans les actes. Au sujet de la révision de la Constitution et du calendrier électoral, ce Congolais donne son point de vue. Sur la révision constitutionnelle, il n'a pas été clair dans son discours, et sur le calendrier de la CENI, il n'a pas été mêmement clair. Plus loin, il parle de la gratuité de l'enseignement, une promesse faite par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. À la campagne 2006 et 2011, il avait parlé qu'il va rassurer la scolarité primaire. Ça sera gratuit. Une chose est sûre, le gouvernement Matata II devra s'impliquer encore davantage pour répondre aux préoccupations de la population. Un ministre qui fête sa nomination, est-ce qu'il est là pour servir la population ou il est là pour se servir? La machine est en marche et la population, elle, attend voir le résultat. Dans l'actualité également, ça casse au MLC. Vu la situation judiciaire contraignante de Jean-Pierre Bemba, actuellement détenu à la CPI, le collège fondateur du Mouvement pour la libération du Congo, représenté notamment par Boniface Yemba et Angélique Milimba, doute de l'authenticité de messages nommant F. Bazaïba au poste de secrétaire général du parti. La décision a été rendue publique dimanche par l'inspecteur général du MLC, Jacques Djoli, et serait, selon ce dernier, prise par son président national. Vous avez suivi que le président national, prenant compte de la situation qui est au parti, la nomination de certains de nos amis dans l'équipe gouvernement de la majorité, il fallait absolument mettre en place une nouvelle équipe et il est évolu. Après consultation de l'instance du parti, est tombé sur Mme Kozaïda. Une décision qui intervient alors qu'une confusion régnait au sein du Mouvement pour la libération du Congo, à la suite des nominations de Thomas Louaka, Germain Kambinga et Omer Igouaké dans le nouveau gouvernement de cohésion nationale. Mais comment le président national du parti a-t-il pu signer ces documents? D'après quelle procédure? Après analyse et débat portant sur le fond et la forme du message, le collège des fondateurs émet des doutes quant à l'authenticité des documents présentés. Compte tenu de la situation judiciaire contraignante du président national, le collège des fondateurs se réserve le droit d'approcher la CPI pour vérifier l'authenticité des documents. Le collège rappelle que la déclaration du 9 décembre avait clos le débat sur la question de la participation des hauts cadres du parti au gouvernement de cohésion nationale. Le collège des fondateurs rappelle aussi que le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints sont nommés et le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le président national
après avis du Collège des fondateurs, et ce, conformément à l'article 39 de nos statuts. Ce qui n'est pas le cas dans la procédure du soi-disant message du président national. Donc, cette décision est nulle et de nul effet. En tout cas, une décision qui, selon le collège, risquerait de compromettre la procédure judiciaire du dossier Jean-Pierre Bemba, détenu à La Haye, et à qui le collège des fondateurs réitère son soutien moral et sa loyauté. Avec Dieu, nous vaincrons. Autre titre en bref, le lieutenant-colonel Bedi Mobouli Ngangela, 42 ans, surnommé le colonel 106, a été condamné à la réclusion à perpétuité pour crime contre l'humanité qu'il aurait commis pendant 3 ans entre 2005 et 2007 dans le Sud Kivu, alors qu'il dirigeait une milice dans l'est de la RDC. Déclaration faite par le colonel Armand Mukabombo, président de la cour militaire du Sud Kivu. En détention préventive depuis 2007, son nom figurait sur une liste de 5 officiers supérieurs et généraux transmise par l'ONU aux autorités de Kinshasa. Allez, on fait un saut à l'Équateur. Le gouverneur de cette province, Louis Alphonse Koya Gallo, s'est éteint dimanche 14 décembre en Afrique du Sud, vous le savez, de suite d'une longue maladie. L'annonce de sa mort a bouleversé les espoirs de tout un peuple qui avait pourtant adhéré à son programme d'action pour le redécollage de la province par la révolution de la modernité. Les membres du gouvernement provincial qui se sont réunis lundi à Mbandaka en urgence ont arrêté une série de mesures en signe de deuil en mémoire de l'illustre disparu. La correspondance à Mbandaka de Pamafi Otenga. En tout cas, l'annonce de la nouvelle du décès du gouverneur de l'Équateur, Louis Alphonse Koya Diallo, était tombée comme une foudre aux oreilles de la population et qui a vu tous ses espoirs allogés sur son programme du gouvernement pour le redressement socio-économique de la province et de son quotidien s'effondre. Lui qui leur avait promis matérialiser la révolution de la modernité du président Kabila à l'Équateur avec son gouvernement. Comme un seul homme, opposition comme majorité présidentielle, c'est la désolation. Sous le coup de ce choc, les membres du gouvernement provincial de l'Équateur se sont retrouvés en urgence ce lundi à Mbandaka autour de Michel Liele, ministre provincial de l'Intérieur faisant office du gouverneur intérimaire en mission à Kinshasa, ont arrêté une série de dispositions ci-après. Il est décrété un deuil sur toute l'étendue de la province de l'Équateur à dater de ce jour jusqu'à l'inhumation du corps de l'illustre disparu. La veillée mortuaire se tient à sa résidence officielle, sise au centre-ville sur l'avenue Eyala. À cet effet, le drapeau national est mis en berne sur toute l'étendue de la province jusqu'au jour de l'enterrement. Les médias locaux vont adapter leur grille de programme au regard de cette triste réalité. Mbandaka, Pamafi Otenga, Radio Télé 50. Et on s'envole pour le Katanga, dénicher les organes de presse en ordre et ceux qui ne le sont pas. C'est la raison de la présence de la délégation du ministère de la Communication et des médias. L'objectif est de mobiliser les recettes dans le secteur, ce qui justifie aussi la présence dans la délégation des experts du ministère des Finances. La première rencontre a été consacrée aux entreprises de presse audiovisuelle. On prend cette fois José Mouyumba sur place. Une délégation du ministère de la Communication et des Médias séjourne dans la province du Katanga. L'objectif de cette mission est de dénicher les organes de presse qui sont en ordre avec l'État congolais et ceux qui ne le sont pas. Le bien fondé de la mission étant la maximisation des recettes aussi dans ce secteur. C'est ce qui a justifié la présence dans la délégation des experts du ministère des Finances. En première étape, les émissaires du gouvernement Matata Pogno, en compagnie du chef de division provinciale de la communication et médias, ont organisé à la mairie de Lubumbashi une réunion à l'intention de tous les responsables d'entreprises de presse œuvrant dans la capitale du cuivre. Sur la dizaine de maisons de presse audiovisuelles existant à Lubumbashi, quelques responsables seulement de ces organes ont répondu à cette invitation. Ainsi, la délégation a résolu de descendre
dans leurs installations. La deuxième étape sera consacrée à la presse écrite. Lubumbashi, José Muyumba, Radio Télé 50. Parlons à présent de la Congolaise Francine Muyumba qui avait été élue récemment à la tête de l'Union panafricaine de la jeunesse. Elle s'est rendue à Khartoum au Soudan pour prendre officiellement ses fonctions. Sur place, outre la cérémonie de remise et reprise entre son comité et celui sortant, il est prévu une visite du siège de l'organisation basée dans la capitale soudanaise, puis des échanges avec la presse et les autorités locales, dont le ministre soudanais des Affaires étrangères. La première réunion du comité de la nouvelle présidente de l'UPJ doit en principe se tenir cette semaine ici à Kinshasa. Parti de la capitale congolaise Kinshasa, c'est dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 décembre que Francine Muyumba, la nouvelle présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, est arrivée à Khartoum, capitale du Soudan, ville où se trouve le siège de cette organisation, désormais pour la première fois sous la direction d'un pays francophone qu'est la République démocratique du Congo, première fois aussi avec à sa tête une femme. C'est ici que la nouvelle présidente doit prendre officiellement ses fonctions, elle et son comité exécutif, après les élections du 29 novembre dernier, élections organisées à la suite de la tenue à Johannesburg, en Afrique du Sud, du 4e congrès de cette organisation. Ce lundi, aux premières heures, elle est allée à la rencontre du président de la Fédération nationale de la jeunesse soudanaise. Avec Sougar Bachar, les échanges ont tourné autour du fonctionnement et la vision de la FNJS, cette dernière qui entend collaborer avec l'UPJ en vue de l'atteinte des objectifs. La visite finie, la présidente de l'UPJ, le temps d'une petite pause pour un repas avec sa délégation, est allée prendre connaissance du siège. Arrivé la nuit de dimanche à lundi, c'est ici, au Coral Hotel de Khartoum, que la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse a établi son quartier général. Il n'y a plus qu'à attendre quelques heures, soit ce mardi, pour qu'elle ait officiellement ce poste de présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, poste qui fera d'elle la première femme à l'occuper, et aussi pour ce qui est de la République démocratique du Congo, son pays, la première nation francophone à occuper le poste de présidence au sein de l'Union panafricaine de la jeunesse. Voilà, c'était notre envoyé spécial Alain Lino Mwamba sur place. Direction le Sénégal à présent, ouvert hier lundi à Dakar. Le forum Paix et Sécurité en Afrique se poursuit ce mardi. C'est une première rencontre internationale qui réunit plusieurs chefs d'État et plusieurs hauts responsables militaires, mais aussi des chercheurs, des universitaires et des représentants d'ONG qui débattent autour des questions de sécurisation du continent. Retour sur ce qu'a été la première journée dans cet élément. Il était question pour la première journée de l'identification des menaces qui peuvent peser sur le continent africain, mais également des questions de crise sanitaire, notamment celle du virus Ebola, de la sécurisation des frontières terrestres et maritimes, ainsi que la question du terrorisme, dont il fut le plus question. Présent lors de la première journée de discussion, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a appelé les Africains à renforcer leur coordination face aux défis djihadistes, alertant sur le risque de déstabilisation du Sahel depuis le sud de la Libye et sur la menace représentée par Boko Haram. Face aux nouvelles conflictualités, les Africains eux-mêmes jouent déjà un rôle de plus en plus affirmé en renforçant leurs dispositifs politiques et militaires tant au niveau régional qu'au niveau du continent. La communauté internationale, tant au niveau des États qu'au niveau communautaire, est, elle aussi, largement mobilisée et engagée dans la lutte contre le terrorisme. Annoncé lors du sommet de l'Élysée des 6 et 7 décembre 2013, le Forum de Dakar, qui se déroule lui aussi sur 2 jours, a été conçu avant tout comme un espace international autour des questions de la paix et de la sécurité en Afrique. Organisée à l'initiative de la France et du Sénégal, cette rencontre a pour ambition de devenir un rendez-vous annuel et de contribuer à la création d'une culture de sécurité en Afrique. La France considère en outre que ce forum est un levier pour accélérer la coopération entre les pays de la région contre le terrorisme au Sahel, un facilitateur d'une démarche collective se défendant de toute ingérence juste pour accompagner les initiatives africaines en concertation et avec les Africains. Après la journée de lundi, dont les invités se sont donc consacrés aux causes profondes de cette crise sécuritaire qui gagne l'Afrique, place à présent, ce mardi, aux réponses à apporter à de telles crises. Les chefs d'État doivent entrer en piste.
Ouvrons notre page sportive à présent. L'effervescence sera au rendez-vous cet après-midi à l'entente provinciale de football. Le FC Renaissance est à l'affiche. Son adversaire du jour, c'est l'Olympique Club de